je l'ai averti de ne pas embarquer, alors j'ai révoqué leurs accès professionnels et a refermé le portail avec ce petit mouvement de poignet suffisant qu'elle faisait toujours quand elle voulait marquer un point. Les roulettes de sa valise de créateur cliquetèrent une fois sur les pavés avant de se coincer dans une fissure. Elle n'a même pas jeté un regard en arrière, a juste tiré d'un coup sec, ajusté ses lunettes de soleil surdimensionnées et a marché d'un pas arrogant comme si le jardin était un podium. Je tenais encore le tuyau d'arrosage. « Ne fais pas ça, Valérie », ai-je dit, d'une voix calme mais pas passive. L'eau coulait, formant une flaque autour de mes chaussures. Elle s'est arrêtée au bout de l'allée, juste assez longtemps pour pencher la tête et élever la voix. Pas pour moi, mais pour le public imaginaire qu'elle pensait avoir. C'est un voyage d'affaires, Marc. Je sais que c'est difficile à comprendre depuis ta petite fantaisie de banlieusard avec ton arrosoir, mais certains d'entre nous ont une vie. Ouais. J'ai hoché la tête, laissant le tuyau imbiber la pelouse. Assure-toi juste que ta vie ne s'attende pas à repasser par ce portail. Ça l'a fait se retourner brièvement. Le coin de sa bouche s'est retroussé en ce qu'elle pensait probablement être un sourire narquois, mais qui ressemblait plus à un tic, comme si son visage n'avait pas tout à fait rattrapé son audace. « Tu es paranoïaque », a-t-elle dit en recommençant à tirer la valise. « C'est entièrement de ta faute, Marc. Tu as rendu tout si terne. J'avais besoin d'une foutue pause. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement fermé le robinet, enroulé le tuyau comme je le faisais toujours. Des boucles nettes, sur le même crochet au mur du garage. Les rituels sont drôles comme ça. Ils calment vos mains quand votre cerveau se prépare à la guerre. 1 heure plus tard, elle a posté la première photo depuis le salon de l'aéroport. La tige de sa flûte de champagne inclinée comme si elle auditionnait pour une émission de télé-réalité. La légende disait, certains hommes arrosent les plantes. Les vrais hommes réservent des jets. Je n'ai pas aimé la publication. Je n'ai pas commenté. Je ne l'ai même pas sauvegardé. Je suis juste entré dans mon bureau, celui sur lequel elle ne prenait jamais la peine de poser des questions car pour elle, j'étais à la retraite. J'ai ouvert le tiroir étiqueté « Contingence ». Il était classé par ordre alphabétique juste après « Communication de crise » et avant « Dissolution ». Ce qu'il y avait à l'intérieur n'était pas de la vengeance. Ce n'était même pas de la rage. C'était des lettres précises, des contrats, des journaux d'accès. Un amendement imprimé datant de 7 ans, à l'époque où je rédigeais encore des contrats de direction comme une faveur pour un vieil ami. Valérie n'avait aucune idée que cet ami était Glenn, ni que l'homme qu'elle pensait séduire pour l'éloigner de sa famille me devait la moitié des termes de son parachute doré. Elle n'a jamais demandé pourquoi notre maison était à mon nom seul. Pourquoi j'insistais pour que nous vivions dans cette communauté fermée spécifique avec ses règlements spécifiques, ou pourquoi je payais encore pour 3 fournisseurs de données différents alors que nous n'avions que 2 téléphones. Parce que Valérie ne regardait jamais en bas. Elle ne regardait que ce qui brillait. Et le temps qu'elle remarque que quelque chose n'allait pas, le sol se serait déjà dérobé sous ses talons. Avant de continuer, si vous écoutez ceci et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Plus de 90% d'entre vous écoutent sans cliquer sur ce petit bouton. Et oui, c'est gratuit, mais ça dit aussi à l'équipe que ce genre d'histoire a encore de l'importance. Alors, si vous aimez voir des gens qui se croient intouchables se faire auditer en silence par quelqu'un qui a été sous-estimé trop longtemps, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Revenons à Valérie. Elle pensait qu'elle postait du champagne et des légendes effrontées. Elle ne réalisait pas que le calendrier de son patron venait de signaler un événement en rouge intitulé « Audit des déplacements du conseil d'administration déclenché ». Elle ne savait pas que le service de voiture privée qu'elle avait réservé avec la carte de société de Glenn venait d'être signalé sous un code interne très spécifique, PEX 42B excursion personnelle exécutée, section 42B. Section que, par hasard, j'avais rédigée et qui signifiait que si un seul membre du conseil soulevait une inquiétude quant à la justification du vol, le directeur financier avait toute l'autorité légale pour révoquer l'accès au voyage pour le personnel non essentiel pendant l'examen en cours. Cela ne nécessitait pas de vote, juste un appel. J'ai passé cet appel en allant au garage. Avec la même oreillette Bluetooth dont elle s'était moquée un jour. On dirait un agent de sécurité de centre commercial, avait-elle ri. Peut-être, mais les agents de sécurité savent comment verrouiller une porte de l'intérieur. Glenn n'aurait même pas la courtoisie d'un avertissement. Le système l'alerterait directement à la porte d'embarquement. Billet révoqué, alerte déclenchée, procédure d'escalade déjà définie. Et elle, Valérie,
serait debout à côté de lui, essayant de comprendre pourquoi la bouteille de champagne à 36 000 pieds n'était plus une option. Et pourquoi l'homme qu'elle avait laissé un dimanche tenant un tuyau d'arrosage s'apprêtait à faire de lundi le jour le plus cher de sa vie. Le bureau ne payait pas de mine de l'extérieur. Façade en grès, plaque générique avec des initiales dont personne ne se souvenait. Pas tape à accent grave-l'œil, pas de mur en verre, juste 5 étages d'invisibilité délibérée. Le genre de bâtiment devant lequel on passe sans se demander qui est à l'intérieur. C'était le but. Marc a franchi la porte d'entrée sans s'enregistrer. La réceptionniste hocha la tête, comme si elle avait été briefée il y a longtemps pour ne jamais poser de questions. Il a pris l'ascenseur seul. 5e étage, carte d'accès toujours active. Valérie n'a jamais su qu'il avait gardé le bail. Elle le croyait à la retraite, s'occupant de son jardin de menthe et regardant le baseball l'après-midi. Les lumières se sont allumées automatiquement. Des boiseries sombres, un unique portrait au mur, celui d'un des membres fondateurs du conseil. Ils avaient fait l'erreur de contrarier Marc une fois. Leur cadre était maintenant accroché sur le mur du fond, soigneusement centré, non par respect, mais en guise de pense-bête. Il s'est dirigé vers le classeur, l'un des 3 dans le coin derrière le bureau, non numérisé, sans sauvegarde sur le cloud. C'était là toute la subtilité. Certaines choses sont plus en sécurité sur papier. Pas de piratage, pas de fuite, juste un tiroir en acier froid et une clé. Il a déverrouillé le 2e tiroir, a parcouru les onglets. A modèle d'audit. C ébauche de crise. P parachute doré. Le voilà. Il a sorti le classeur noir étiqueté GP. Risque de fuite V3. Épais comme un annuaire. Indexé. Propre. Il l'a ouvert à la page des alertes, page 47, et l'a relu, même s'il pouvait la réciter à l'envers. Amendement B. 2. Clause de contingence du parachute doré risque de fuite. En cas de voyage de direction non sanctionné accompagné de personnel non autorisé, le Conseil se réserve le droit d'initier une suspension discrétionnaire de l'accès, d'initier un examen de l'utilisation discrétionnaire des actifs et de déclencher la phase 1 de l'audit. Les suspensions peuvent être mises en œuvre automatiquement par le directeur financier si l'activité du dirigeant remplit les conditions A, B et C. Il a souri, car Valérie avait rempli les 3. Condition A, utilisation par un dirigeant de voyage financé par l'entreprise à des fins non essentielles. Condition B, accompagnateur non répertorié dans la structure du personnel. Condition C, accompagnateur lié à des dépenses discrétionnaires signalées au cours du dernier trimestre. Elle avait fait les 3 sans scier. Marc passa à l'onglet adjacent. Un numéro de téléphone, toujours valide. Pas celui de Glenn, ni même du PDG, juste celui de l'agente de motion du conseil, une femme nommée Diane, qui lui devait une faveur. Une faveur signée 12 ans plus tôt, impliquant un scandale discrètement étouffé et un appel de 10 minutes qui avait sauvé son mariage, ses actions et sa carrière. Il a composé le numéro. Ça a sonné une fois. Diane, a-t-il dit, je dois faire remonter une motion de voyage à l'ordre du jour. Risque de fuite au niveau exécutif déclenché. Non, Glenn Harmon. Une pause, puis un changement de ton. Compris. J'ai aussi besoin d'une évaluation de l'exposition des actifs sur les dépenses discrétionnaires de l'accompagnatrice. Valérie Harmon. Une autre pause. Tu veux que ce soit transmis au service juridique du conseil ou juste en interne? Commence par l'interne, mais assure-toi qu'il y ait des fuites. Elle eut un petit rire. Toujours aussi chirurgical. Des mains plus lentes, peut-être. Mais pas l'esprit. Il a raccroché et a laissé tomber le classeur dans la boîte à incinérer à côté du coffre-fort. Il n'en aurait plus besoin. Il s'est approché de la petite fenêtre, a regardé l'horizon de béton. Valérie pensait qu'il ne comptait plus. Qu'il était hors jeu. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que la retraite n'était pas la fin du pouvoir. C'était juste un changement de décor. On arrête de courir la course et on commence à concevoir la piste. La petite liaison de Valérie avec Glenn n'était pas seulement de l'infidélité. C'était une intrusion. Elle avait mis les pieds sur un terrain qu'il avait aidé à construire, avait flirté avec un dirigeant qui répondait encore à des politiques qu'il avait personnellement rédigées. Elle n'a jamais demandé qui avait écrit la clause de départ de Glenn. Jamais demandé qui avait donné le feu vert pour son embauche. Jamais demandé pourquoi Glenn ne parlait jamais à Marc lors des fêtes de fin d'année ou pourquoi les 2 hommes ne se regardaient jamais dans les yeux. Parce que Glenn savait.
Et c'était là toute la beauté de la chose. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de la jalousie. C'était de l'ingénierie. Il a sorti un dernier document, un ancien. Un contrat datant de l'époque où Valérie avait pris son premier poste dans l'entreprise de Glenn. Caché dans le baratin standard se trouvait une ligne que la plupart des gens manquaient. Les relations conjugales partenariales impliquant des dirigeants de l'entreprise peuvent être soumises à un examen éthique par un tiers si des conflits d'intérêts surviennent. Elle l'avait signé. Bien sûr qu'elle l'avait signé, à l'époque où elle écrivait encore son nom avec un petit cœur sur le i de ses cartes de remerciement. Et maintenant, Marc était ce tiers. Silencieux, légal, inévitable. Il a envoyé l'email final au service juridique interne du conseil. Juste 3 phrases, sans fioriture, sans menace. Motion pour l'examen des voyages discrétionnaires. L'exposition des actifs suggère un schéma non conforme. Audit complet demandé en vertu de la clause BE2. Il n'a pas signé, Marc. Il a utilisé son titre au conseil. Mon Harmon, conseiller en politique non exécutif, conseil d'éthique et de gouvernance interne. 5 minutes plus tard, la boîte de réception du directeur financier a sonné. Le système a signalé l'itinéraire de voyage de Glenn. L'accompagnatrice, listée comme « invité personnel », a déclenché une sous-routine. Le nom de Valérie est apparu à nouveau, cette fois lors d'un passage de carte au salon exécutif en utilisant un compte d'entreprise. La phase 1 de l'audit a reçu le feu vert. Et Valérie, elle était en plein rire dans un salon privé, faisant tournoyer son champagne comme si c'était de l'invincibilité. Elle ne savait pas que le compte à rebours venait de commencer, ni que le temps d'arriver à la porte d'embarquement, celle-ci ne s'ouvrirait pas, parce que l'homme qu'elle croyait fini ne faisait que commencer à classer le dossier. L'agente d'embarquement a d'abord souri, un de ces sourires professionnels à peine esquissés qui appartiennent aux brochures d'entreprise et aux cliniques dentaires. Glenn s'est avancé avec assurance, lui tendant les cartes d'embarquement comme s'il offrait des billets de loterie gagnants. Valérie a de nouveau ajusté ses lunettes de soleil, à l'intérieur bien sûr, et a tapé du talon avec impatience. Elle n'aimait pas faire la queue. Elle l'avait clairement indiqué avec un sourire narquois et une légende Instagram la veille, la classe éco est un état d'esprit. Le privé est un style de vie. L'agente a scanné la première carte. Bip. L'a scanné à nouveau. Bip plus long. Son sourire a vacillé. Un instant, monsieur. Elle a regardé son écran, puis Glenn. Je reçois une alerte sur cette réservation. Glenn a haussé un sourcil. Une alerte ? Accès révoqué, a-t-elle dit prudemment, comme si elle le lisait 2 fois dans sa tête avant de le dire à voix haute. Il semble que ce vol ne soit plus disponible avec les identifiants actuels. Valérie a reniflé. C'est du jargon de compagnie aérienne pour dire quoi ? Réessayez. Nous sommes Global Elite. L'agente l'a regardé poliment, sans répondre. Laissez-moi vérifier avec le superviseur. Le téléphone de Glenn a vibré. Il a d'abord jeté un coup d'œil désinvolte. Un SMS de son directeur financier. Retire-toi maintenant. Audit déclenché. N'embarque pas, il a fixé le message. BZZ. Un autre. Il sait. Juste 2 mots. Pas de nom. Pas d'explication. Mais il savait exactement de qui il s'agissait. Sa main est retombée lentement le long de son corps. Ses épaules se sont raidies. Le sang a visiblement quitté son visage. Valérie, en plein milieu d'une phrase sur ses avantages Amex, a remarqué le changement. Quoi, Glenn ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'est tourné vers elle lentement, comme si son cou avait oublié comment bouger naturellement. Qu'est-ce que tu lui as fait faire, bordel, a-t-il dit, à peine plus fort qu'un murmure. Valérie a cligné des yeux. Quoi ? Un autre agent en uniforme s'est approché, a chuchoté quelque chose à l'agente d'embarquement. Elle a hoché la tête d'un air sombre, a pris l'interphone. L'embarquement du vol 378 à destination de Nassau est terminé. Le dernier appel est passé. Monsieur Harmon, mademoiselle Harmon, veuillez vous mettre sur le côté. Les gens derrière eux ont commencé à murmurer. Un enfant a demandé à voix haute, « Maman, pourquoi ils ne peuvent pas y aller ?» Valérie a forcé un rire. C'est une erreur. Nous sommes sur le manifeste. N'est-ce pas que nous sommes sur le manifeste ? Sa voix s'est brisée en pleine phrase. Glenn n'a pas répondu. Il fixait toujours son téléphone,
faisant maintenant défiler les messages avec un tremblement visible dans la main. Les emails affluaient, mémos internes, notifications d'enquête, alertes de conformité. Tous portant le même en tête, déclenchement du conseil, éthique phase 1, voyage et examen discrétionnaire. L'avion était toujours à la porte. Il pouvait le voir. À 10 mètres de là, les derniers passagers descendaient la passerelle, mais ils ne pouvaient pas bouger. Parce que Valérie avait joué à la roulette russe avec un homme qui n'élevait pas la voix, il réécrivait les règles, silencieusement, définitivement. Monsieur, a dit le superviseur, nous allons devoir vous demander de nous accompagner au salon pour de plus amples clarifications. Clarification ? Valérie s'est accrochée à ce mot comme une naufragée à un bout de bois. Oui, faisons ça, a-t-elle dit, essayant de corriger son ton. Il y a clairement eu un malentendu. Glenn, dis-leur que tu es. Mais Glenn n'a pas bougé. Il ne se dirigeait pas vers le salon. Il regardait le dernier email se charger. Un mémo interne de la conformité juridique. Le champ d'application de l'examen au niveau du conseil inclut les comptes discrétionnaires, les dépenses des invités personnels et l'utilisation des actifs des dirigeants. Gel complet des voyages décrétés. Consultation juridique conseillée. Valérie lui a tiré le bras. Glenn. Il s'est tourné lentement et l'a regardé dans les yeux. Est-ce que tu comprends ce que tu as fait? Elle a cligné des yeux, écarquillée. Je n'ai. Marc ne ferait jamais ça. Il est à la retraite, Glenn. Non, a dit Glenn. C'est un fantôme dans le système, et tu viens de me faire entrer dans un champ de mine. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais il n'y avait rien à dire. La porte derrière eux s'est fermée avec un sifflement mécanique. La passerelle a commencé à se rétracter. Il n'allait nulle part. Et pour la première fois depuis des semaines, Valérie ne se sentait ni glamour, ni spirituelle, ni intelligente. Elle se sentit comme un bagage, non réclamé, indésirable, estampillé d'un code-barre que personne ne scannerait. La montée en ascenseur était lente, du genre de lenteur délibérée qui vous dit que le bâtiment ne se presse pour personne. Marc se tenait seul, les mains nonchalamment jointes dans le dos, regardant les numéros d'étage changer comme s'il avait tout le temps du monde. Ce n'était pas le cas. Il faisait simplement croire aux gens que si. Quand les portes se sont ouvertes, la conseillère juridique interne de l'entreprise attendait déjà, debout à côté de la salle de conférence vitrée avec un dossier sous le bras et un visage qui disait « On savait que ça arriverait. On espérait juste que non. » Elle s'appelait Lorraine. Intelligente, précise, allergique au ragot. Marc l'appréciait. J'ai lu la motion, a-t-elle dit alors qu'il entrait. Le déclenchement est passé par la conformité et l'audit. Vous voulez que ça remonte? Non, a-t-il dit, posant un dossier plus petit, le sien. Je veux que ce soit documenté. Propre. Sans émotion, sans interprétation, juste les faits. Ils se sont assis. Elle a ouvert son dossier. Il a ouvert le sien. Commençons par les dépenses discrétionnaires liées au compte exécutif 7B, a-t-il dit. Plus précisément le sous-compte 7B, privé, listé sous la signature de Glenn Harmon. Lorraine a tapé sur son ordinateur portable. C'est son fonds de dépenses personnelles, dans ses droits s'il est utilisé de manière appropriée. Marc a fait glisser une seule feuille de papier sur la table. C'était un reçu de restaurant. 4 chiffres. Un vin plus vieux que le stagiaire qui l'avait traité. La signature de Glenn à l'encre bleue. En dessous, le nom de Valérie. À cette date, a dit Marc calmement, était-elle une employée? Lorraine n'a pas répondu. Elle était déjà en train de consulter les dossiers RH. Le dossier de Valérie est apparu. Contrat temporaire, a-t-elle lu à voix haute, mais pas actif pour cette période de paix. Autorisation en attente, aucun rôle formel attribué. Et pourtant, a ajouté Marc en tapotant le reçu, elle a été emmenée à un dîner de direction facturé à l'entreprise, marqué comme collaboration de projet. Lorraine s'est adossée à son siège. Deuxième point, a poursuivi Marc en tournant une page. Billet d'avion réservé sous l'accès exécutif A3. Classe affaires internationales, listé comme voyage partenaire exempté de conformité. Il a levé les yeux. Il n'existe pas une telle exemption. Lorraine a expiré par le nez. Non, en effet. Du moins, plus maintenant. Correct, a dit Marc. Elle a été supprimée il y a 2 cycles fiscaux. J'ai rédigé le mémo moi-même.
Elle a hoché la tête une fois. Vous êtes en train de monter un dossier pour manquement à l'éthique. Comportement répétitif, trace écrite. Je ne montre rien du tout. Je présente simplement ce qui existe. Il a de nouveau fouillé dans sa mallette, sortant cette fois une copie du budget officieux. Ce n'était pas le budget officiel, celui déposé avec les résultats trimestriels et peaufinés pour les présentations aux investisseurs. C'était le registre interne. Les vrais chiffres, les allocations non filtrées, là où se trouvaient les traces de boue. Valérie y avait touché. Il le savait. Elle n'aurait pas pu résister. Il a tourné à la page 18, une ligne surlignée, remboursement discrétionnaire spécial, fonds d'enrichissement client. À côté, une note manuscrite, pas l'écriture de Glenn. Celle de Valérie. Elle avait dû être dans son bureau, probablement après les heures de travail. Pensant sans doute être maligne, annotant une ligne que personne ne vérifierait. Mais Marc vérifiait tout. C'était son obsession silencieuse, repérer les choses que personne n'était censé voir. Lorraine a regardé. Elle n'avait aucune habilitation pour accéder à ça. Ce qui, a dit Marc, est la raison pour laquelle j'aimerais que ce soit inclus dans le dossier. Si ça ne vous dérange pas, il y eut une longue pause. Puis elle a demandé prudemment, voulez-vous qu'elle soit démise de ses fonctions de consultante? Officiellement. Marc s'est penché en arrière. Non. Je veux qu'elle soit listée comme en cours d'examen. Je veux que l'audit décide. Je veux qu'elle reste dans l'incertitude. Laissez-la entendre chaque porte grincer, en se demandant si c'est la fin. Ne fermez pas la porte. Laissez-la juste assez entr'ouverte pour qu'elle voie qu'elle pourrait se refermer brutalement à tout moment. Lorraine n'a pas bronché. Elle a simplement hoché la tête. Compris. Ils sont restés en silence quelques secondes. Le genre de silence qui s'installe quand il y a trop de clarté dans une pièce. Puis Marc a dit, ajoutez un document de plus. Il a sorti de sa veste un vieux mémo d'entreprise datant de 5 ans. Il décrivait les règles du pouvoir discrétionnaire des dirigeants après un incident où un cadre avait été surpris à facturer des voyages personnels comme de l'expansion commerciale. Le mémo avait été co-signé par Glenn. Marc a tapoté la signature avec son index. Il connaissait les règles. Il a aidé à les écrire. Lorraine a fermé le dossier. Ça dépasse les RH, a-t-elle dit. Nous devrons informer les services juridiques et des risques. Je préférerais que le conseil l'entende en premier. Diane sait quoi faire. Lorraine a hoché la tête. Vous ne demandez pas sa révocation. Non, a répété Marc. Parce que je n'ai pas à le faire. Et il le pensait. Glenn n'allait pas survivre à ça. Non pas parce que Marc avait monté un grand dossier, mais parce que Marc avait construit la structure dans laquelle Glenn était entré. Les murs ne se refermaient pas sur lui. Ils étaient déjà fermés. Glenn ne l'avait simplement pas remarqué jusqu'à ce que les lumières clignotent. Quant à Valérie, elle était quelque part dans un salon d'aéroport, rafraîchissant toujours le statut de son vol, accusant probablement encore des problèmes techniques. Elle n'avait aucune idée que la turbulence n'était pas dans les airs. Elle était à 30 000 pieds plus bas, dans des salles de conseil, des boîtes de réception et des archives de documents où son nom faisait maintenant officiellement partie d'un dossier d'enquête étiqueté, phase 1, exposition à un conflit d'intérêts. Pas de cris, pas de scandale, pas de presse, juste le son d'une carrière qui s'effiloche sur du papier à en tête de l'entreprise. Le chauffeur du VTC n'a pas dit un mot de tout le trajet. Valérie avait claqué la portière assez fort pour faire trembler le tableau de bord, sa valise cognant dans le coffre comme si elle avait quelque chose à prouver. Elle avait traversé l'aéroport comme si on lui devait une parade et avait aboyé sur 2 agents de vol avant de sortir en trombe sur le trottoir. Maintenant, elle faisait défiler son téléphone en marmonnant, message sans réponse. Glenn avait cessé de répondre après son 3e SMS. Le dernier, il faut qu'on prenne les devants, n'avait toujours pas d'accusé de lecture. Cela la terrifiait plus que la débâcle à la porte d'embarquement. Alors que la voiture s'arrêtait à l'entrée sécurisée de leur quartier UP, elle s'est penchée. Vous pouvez me déposer à la boîte aux lettres. Je marcherai jusqu'à la maison. Le chauffeur a hoché la tête. Le portail se dressait, silencieux sous le soleil de midi. Une élégance intacte. Valérie a tapé son code d'accès. L'écran a clignoté en rouge. Accès refusé. Elle a cligné des yeux. A réessayé. Accès refusé. Elle a sifflé. C'est une blague.
et a appuyé sur le bouton d'appel de la ligne de sécurité de l'association des propriétaires. Une voix sèche a répondu. Association des propriétaires de Sunridge Estate. Bonjour, c'est Valérie Harmon. Mon code de portail ne fonctionne pas, une pause. Oh, a dit la voix, madame, la propriété de ce bien a été récemment transférée. Ce code d'accès a été désactivé conformément au protocole. L'estomac de Valérie s'est noué. Transféré à qui? Cette maison est. Je suis désolé, a interrompu la voix. Nous ne sommes pas autorisés à divulguer des détails de propriété privée par téléphone. Vous devrez parler à votre avocat. Avant qu'elle ne puisse crier, la ligne a été coupée. La voiture s'éloignait déjà. Elle a marché jusqu'au portail, prête à coller son visage contre la caméra. Mais l'objectif s'était déjà éteint, comme si même lui avait décidé qu'elle ne valait plus la peine d'être reconnue. Elle a marmonné une insulte, a fouillé dans son sac et a sorti son téléphone pour ouvrir l'application de domotique. Elle avait tout connecté, lumière, porte, caméra, climatisation. Marc n'y touchait jamais. Il détestait la technologie. Si ça a besoin d'une mise à jour pour me laisser entrer, ce n'est pas une maison. C'est une prise d'otage. À l'époque, elle avait ri. Maintenant, c'est elle qui était enfermée dehors. Elle a ouvert l'application. Elle a tourné, puis s'est éteinte. Aucune propriété connectée. Elle a réessayé. Rien. Elle a cliqué sur le panneau d'administration. Vous n'êtes plus répertorié comme utilisateur. Valérie est restée là, le vent soulevant son blazer, ses pieds endoloris par les talons d'aéroport qu'elle n'avait pas enlevés. Sa valise était posée à côté d'elle comme un témoin silencieux. Elle a finalement abandonné et a pris le long chemin pour contourner le portail, à travers le sentier paysager, et est revenue à la maison qu'elle appelait encore, la nôtre. Sauf que ce n'était plus le cas. Plus maintenant. L'allée était vide. Pas de courrier dans la boîte. La lumière du porche était éteinte. Elle s'est approchée de la porte d'entrée et s'est figée. Scotchée à la vitre se trouvait une seule enveloppe, blanche, son nom écrit dessus de la main de Marc. Pas en cursive, pas menaçant, juste factuel. Elle l'a déchiré. À l'intérieur, une seule ligne sur une feuille de papier d'imprimante standard. Tu as pris ton envol. Tes accès aussi. Pas de signature. Pas d'adresse de retour. Elle est restée là, abasourdie. La serrure clignotait en rouge. La climatisation dont elle se plaignait autrefois, il fait toujours un froid de canard ici. Pourquoi tu ne peux pas régler ça, avait disparu, un silence de mort derrière cette porte. Sa maison entière s'était éteinte, comme un changement de décor au théâtre. Elle a de nouveau vérifié son téléphone, a ouvert son application bancaire. 2 comptes, pas 3. Elle a cliqué sur celui qui manquait. Compte non lié. Autorisation révoquée. Elle a cliqué sur les services publics, eau, électricité, gaz, tous renvoyaient le même message. Compte transféré. Accès refusé. Sa respiration est devenue courte. Le quartier semblait étranger, trop calme, trop manucuré. Elle a fait le tour par l'arrière, espérant que peut-être la porte-fenêtre coulissante fonctionnerait encore. Ce n'était pas le cas. Les lumières à détecteur de mouvement ne clignotaient même pas. De l'extérieur, c'était sa maison. À l'intérieur, ça aurait pu être une pièce de musée qu'elle avait l'habitude de visiter. Elle s'est assise sur les marches du perron. Son téléphone a vibré. Elle a pensé que c'était peut-être Glenn qui appelait enfin. Ce n'était pas le cas. C'était une notification du système. Votre identifiant Apple a été retiré de ce réseau HomeKit. Puis, un nouveau propriétaire a pris le contrôle principal. Elle a fixé l'écran, refusant de cligner des yeux. Marc n'avait pas crié. Il n'avait pas claqué de porte. Il l'avait simplement révoqué, numériquement, légalement, silencieusement. Le genre de vengeance qui ne brûle pas la terre, mais qui vous efface simplement de la carte. Le portail derrière elle a cliqué doucement en se réinitialisant. Valérie a levé les yeux au ciel, et pour la première fois depuis des années, la maison ne semblait pas assez grande pour son ego. Parce qu'elle n'était plus à elle. Elle ne l'avait jamais vraiment été. Glenn est arrivé en retard. Pas élégamment, pas stratégiquement, juste en retard. Le genre de retard qui fait chuchoter les secrétaires et qui pousse les investisseurs à se regarder par-dessus le bord de leur tasse d'espresso.
Sa cravate était de travers, sa chemise un peu trop serrée autour du cou. La sueur commençait à perler à la base de sa nuque, malgré le luxe climatisé de la salle de réunion du 10e étage. Marc était déjà là, assis au bout de la table. La même position qu'il choisissait toujours. Pas le bout de table du président, trop évident. Pas le milieu, trop exposé. Juste assez de distance pour tout voir, parler quand c'était nécessaire, et disparaître quand ça ne l'était pas. Il n'a pas levé les yeux quand Glenn est entré, a simplement tourné une page du dossier devant lui et a ajusté ses lunettes de lecture. Le genre de calme désinvolte qui dit à toute la pièce, la décision est déjà prise. Diane, la présidente du conseil, s'est raclé la gorge. Merci à tous de vous être joints à nous à si court préavis. Nous avons des questions urgentes liées à la conduite des dirigeants et à la conformité discrétionnaire. C'est à ce moment-là que l'estomac de Glenn s'est vraiment retourné, car l'expression « conduite des dirigeants » n'était jamais utilisée à la légère, et jamais publiquement, à moins que quelqu'un n'ait déjà été jeté en pâture aux avocats. Il s'est assis, a hoché la tête avec raideur. Je suppose que c'est à propos de l'avis d'audit. Marc a parlé sans le regarder. C'est à propos du schéma qu'il a déclenché. Lorraine, la même conseillère juridique interne qu'auparavant, a fait circuler un résumé d'une page, agrafé en haut à gauche. Pas de fanfare, pas d'annexe, juste des points. Dirigeant, Glenn Harmon. Motion du conseil, examen phase 1. Audit non planifié initié. Constatation, préliminaire, utilisation de voyage de direction sans autorisation appropriée. Remboursement d'une accompagnatrice non employée via le canal des dépenses personnelles. Accès donné à une personne non autorisée au logiciel de budgétisation interne. Dépassement répété d'éléments discrétionnaires signalés. Violation de la note de conformité interne datée de l'exercice fiscal AE5, co-signée par G. Harmon. Il y eut un silence, le genre qui se remplit de trop de calculs internes. Glenn a parcouru le papier rapidement. Son nom était imprimé 4 fois. Celui de Valérie, une seule, mais cette unique ligne était un poison. Accompagnatrice non employée V. Harmon listée comme agent de liaison de projet. Aucun contrat déposé. Il a levé les yeux, essayant de trouver un allié. Diane était impénétrable. Un membre du conseil tapait déjà sur un iPad. Un autre ajustait simplement sa montre. Et Marc ne l'avait toujours pas regardé. C'est absurde, a commencé Glenn. Valérie était. Écoutez, elle consultait de manière informelle. Oui, peut-être que la paperasse n'était pas, Marc a finalement parlé. Elle a accédé au tableau de bord financier à 2h43 du matin un samedi depuis votre terminal de bureau. Les journaux d'accès étaient horodatés et liés à votre carte d'accès. Pardon, a sèchement répliqué Glenn. Faisons-nous semblant que c'est criminel. C'est mon invité. Marc a croisé les mains. C'est votre invité, pas la nôtre, et certainement pas celle du conseil. La voix de Lorraine est intervenue, mesurée, neutre. Criminel ou non, l'exposition est d'ordre réputationnel. Nous avons déjà eu une demande d'information d'un investisseur. C'est suffisant pour que ce conseil agisse. Glenn a regardé le long de la table, mais les regards ne croisaient plus le sien. Juste de la paperasse et des tasses à café. Le vote s'est déroulé comme toujours dans les guerres d'entreprise. Silencieux, clinique, unanime. Motion de suspendre Monsieur Harmon en attendant les conclusions de l'audit. Avec effet immédiat. Diane n'a pas demandé de discussion, n'a pas cherché le débat, a juste frappé une fois avec son marteau, un geste surtout symbolique car ils avaient abandonné les marteaux formels des années auparavant, mais le coup a résonné quand même. La séance est levée. Glenn a attendu que la salle commence à se vider, puis s'est dirigé vers Marc. Vraiment, a-t-il dit à voix basse. Tu ne pouvais pas simplement me parler ? Marc s'est levé, a ajusté son poignet de chemise, et l'a enfin regardé dans les yeux. Tu n'as pas parlé quand tu as réservé le vol. Glenn a regardé autour de lui. Tout le monde faisait semblant de ne pas regarder. Marc a ajouté doucement. Tu as introduit un chaos personnel dans une structure que j'ai aidé à bâtir. Tu as joué avec les politiques, et tu l'as fait avec quelqu'un qui n'épelle même pas son nom de famille de la même manière 2 fois sur ses déclarations d'impôts. Glenn a dégluti. Elle a dit que tu étais à la retraite. Je le suis, a dit Marc. C'est pourquoi j'ai le temps pour les vérifications nécessaires. Puis il est passé devant lui, lentement et délibérément. Alors que Glenn restait là,
son téléphone vibrant dans sa poche, un autre message est apparu. Alerte investisseur, rééquilibrage du portefeuille. Examen du risque exécutif en attente. Les ondes de choc atteignaient déjà Wall Street. Il a sorti son téléphone et a ouvert le tableau de bord des investisseurs. Valérie venait de lui envoyer un autre SMS. Tu as réglé ça? Il n'a pas répondu. Il ne se souvenait même plus comment épeler le mot « contrôle ». La première notification est arrivée alors qu'elle était dans la salle de bain de l'hôtel, se brossant les dents avec la même énergie qu'elle utilisait pour lancer des piques passives-agressives pendant un brunch. Son téléphone s'est allumé sur le comptoir en marbre. Puis encore et encore. Le temps qu'elle finisse de se rincer la bouche, il ressemblait à un sapin de Noël. Elle l'a pris en souriant à moitié. Peut-être que c'est Glenn. Peut-être qu'il a réglé ça. Mais l'écran n'affichait pas son nom. Il affichait des titres de presse. Le premier disait « Le groupe Bergstrom se retire discrètement d'un partenariat pluriannuel avec Harmon Strategic ». L'article était sec, poli. Réalignement de la vision, divergence philosophique, risque réputationnel imprévu. Mais Valérie avait été dans assez de salles de réunion pour lire entre les lignes. Il n'annulait pas seulement un contrat. Il dynamitait une connexion. Elle a cliqué sur le suivant. Un post d'un compte d'initié anonyme. Liste des invités de la retraite client nettoyée. Fini les U+1 avec des sacs de créateurs et des bouches cousues par des accords de confidentialité. Vous savez qui vous êtes. Elle a fixé cette phrase. De la manière dont on fixe une porte verrouillée qu'on a oublié de vérifier 2 fois. Parce qu'il y a tout juste 3 semaines, ce client, le vice-président de la stratégie de Bergstrom, l'avait personnellement invité à leur retraite d'hiver à Telluride. Chalet privé, dîner traiteur, équipement de luxe avec des logos sur les manches. Le genre de voyage que les gens ne postent pas publiquement, mais dont tout le monde parle après. Glenn avait dit que ce serait une excellente vitrine. Elle avait dit, je vais emporter quelque chose de dos nu. Maintenant, non seulement Bergstrom s'était retiré du partenariat, mais il l'avait rendu public. Elle s'est assise lourdement sur le bord du lit, son peignoir glissant de son épaule, son mascara encore intact. Le petit miroir tournant de la chambre d'hôtel a capté son reflet, et pour une fois, elle n'a pas aimé ce qu'elle a vu. Son téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était juste une alerte de tendance. Valérie Harmon brièvement en tendance sur le Twitter de la finance. Les commentaires n'étaient pas tendres. Certains étaient cruels, la plupart sarcastiques, quelques-uns chirurgicaux. Quand ton voyage d'affaires se transforme en séminaire sur la conformité. Barbie Corpo rencontre le protocole RH. Nouvelle règle, plus de E+1 qui se disent consultants en énergie. Elle voulait crier, jeter le téléphone à travers la pièce, poursuivre quelqu'un en justice. Mais l'émotion qui l'a réellement frappée en premier, c'était la solitude. Elle a ouvert ses messages, a fait défiler jusqu'à Glenn, a tapé, tu savais que Bergstrom se retirait? Appelle-moi, s'il te plaît. Distribué. Non lu. Elle l'a appelé. Messagerie vocale. Sa voix enregistrée sonnait comme si elle avait été laissée dans un tiroir trop longtemps. Détachée. Ennuyée. Formelle. Vous êtes bien sur la messagerie de Glenn Harmon. Laissez un message. Elle a raccroché. A réessayé. Bloqué. Elle a cligné des yeux. A vérifié sa liste de contacts. A fait défiler jusqu'à Marc. A appuyé sur appeler. La tonalité n'est jamais venue. Juste une ligne d'erreur. Ce numéro n'accepte plus les appels de votre contact. Le téléphone a glissé de sa main sur la couette de l'hôtel. Elle l'a fixé comme s'il pouvait soudainement se réparer tout seul, comme si le réseau allait s'excuser et la reconnecter aux personnes qu'elle avait l'habitude de contrôler, de séduire ou de manipuler à sa guise. Mais il est resté là, inerte et lumineux. Elle a posé son ordinateur portable sur ses genoux, essayant de trouver une distraction. Peut-être qu'un de ses partenaires de marque avait posté une photo. Peut-être qu'un nouvel email était arrivé, confirmant sa place au panel de conférenciers du trimestre prochain. Mais la boîte de réception était silencieuse. Trop silencieuse. Elle a cliqué sur l'un des forums financiers, a cherché son nom. Quelqu'un avait posté la désormais tristement célèbre vidéo de la porte d'embarquement. Une image granuleuse, prise de quelques rangées plus loin. La voilà, Valérie en tenue de vol de créateur,
se disputant avec l'agente de la compagnie aérienne tandis que Glenn avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 5 secondes. Légende, quand ton voyage d'affaires se transforme en séminaire sur la conformité. 26 000 vues, et ça continuait de monter. Le commentaire qui a le plus piqué n'était pas le plus cruel. C'était le plus vrai. Elle pensait vraiment que le type qui arrosait les haies en avait fini avec elle. Non, il attendait juste le bon moment pour sortir les griffes. Elle a fermé l'ordinateur portable, éteint son téléphone et s'est assise dans le silence de l'hôtel, enveloppée dans un peignoir qui semblait soudain de taille trop grand. Le lit était trop froid. La pièce était trop calme. Et la vie qu'elle avait passé des années à construire sur le charme, la dérobade et l'argent des autres s'effondraient à travers son écran, une notification à la fois. Valérie a attendu presque minuit pour appeler. Non pas par stratégie, mais parce qu'il lui a fallu tout ce temps pour se convaincre qu'elle avait encore un moyen de pression, un morceau d'histoire, une lueur de loyauté, un vestige d'un lien qui n'avait pas été vaporisé par les 2 dernières semaines. Ale n'a pas répondu tout de suite, juste la messagerie vocale. Valérie a failli raccrocher, mais le bip est venu trop vite. Ale, c'est moi. Écoute, je sais que les choses vont mal en ce moment. Je sais que ton père te raconte probablement une version des événements qui me fait paraître. Elle s'est interrompue, s'est reprise. Qui me fait paraître pire que je ne le mérite. Mais tu me connais. Tu sais que j'ai essayé. J'étais là. Je t'ai élevé, n'est-ce pas? S'il te plaît, rappelle-moi. Elle a mis fin à l'appel et a fixé l'écran, le pouce en suspens. Pas d'accusé de lecture, juste le silence. Puis, 20 minutes plus tard, son téléphone a vibré. Un message, pas de salutation, pas de ponctuation, juste une photo. Valérie a cliqué dessus. C'était le scan d'un titre de propriété. Propre, net, officiel. Le nom complet de Ale en haut, Ale Anne Miller. En dessous, la description de la propriété, 87 acres, habitation unifamiliale. Titre transféré en totalité. Ligne de signature, Mark T. Harmon. Pas de signature d'avocat, pas de co-signataire, juste lui. Sous la photo, Ale avait ajouté un court message. Il a dit de construire quelque chose qu'on ne pourrait pas m'enlever. C'était tout. Valérie a fixé l'écran pendant ce qui a semblé être des heures. Non pas parce qu'elle ne comprenait pas, mais parce qu'elle comprenait enfin. Marc ne la punissait pas seulement. Il la remplaçait, silencieusement, délibérément, pièce par pièce. Elle a fait défiler leurs anciens textos, les photos d'anniversaire, la fois où elle et Ale étaient allés à ce ridicule cours de fabrication de bougies. La photo d'elles deux tenant des désastres de cire de soja de travers avec des tabliers assortis. Elle se souvenait avoir pensé à l'époque, si jamais Marc part, j'aurai toujours Ale. Elle ne l'avait plus, parce que Ale avait pris sa décision. Et ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas théâtral. C'était un titre de propriété avec une seule signature. Une signature qui, autrefois, signait des choses pour elle. Valérie s'est assise sur le bord du lit de l'hôtel, le peignoir à moitié tombé d'une épaule, et a finalement commencé à pleurer. Pas pour l'argent, pas même pour Glenn, qui n'avait toujours pas retourné un seul appel, mais pour la prise de conscience qu'elle avait été effacée de sa propre vie. Pas de dispute, pas de confrontation, juste une série de formulaires, de contrats et de transactions qui avaient retiré son nom de tout ce qu'elle pensait être permanent. Ale avait pris sa place, non seulement émotionnellement, mais légalement, structurellement, générationnellement. Cette maison. Valérie avait choisi les plans de travail. Elle se souvenait d'avoir tenu des échantillons de carrelage dans un magasin de bricolage comme si elle construisait un héritage. Maintenant, c'était à Ale. La femme que Valérie qualifiait autrefois de « projet favori de Marc » était devenue celle qui tenait les clés. Et Valérie était assise dans une chambre d'hôtel payée avec une carte de crédit dont elle n'était pas sûre qu'elle passerait le lendemain. Elle voulait rappeler. Voulait crier. Voulait expliquer. Mais que dirait-elle? S'il te plaît, ne laisse pas ton père m'effacer. Il l'avait déjà fait. Pas avec fureur. Pas avec cruauté. Avec précision. Marc avait pris tout ce qu'elle utilisait comme arme, le statut, le charme, le sentiment de tout lui devoir, et l'avait audité, puis reconstruit sous le nom de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'oublierait pas les anniversaires. Quelqu'un qui ne postait pas de selfies au champagne dans les salons exécutifs. Quelqu'un qui, lorsqu'on lui disait « construis quelque chose qu'on ne pourra pas t'enlever »,
écoutez vraiment. Valérie s'est recroquevillée sur le lit et a de nouveau fixé le téléphone, espérant peut-être, juste peut-être, que elle répondrait. Elle ne l'a pas fait. Pas cette nuit-là, pas le lendemain matin. Et quelque part en ville, la fille que Valérie avait autrefois essayé d'écarter des photos de famille emménageait dans une maison dont elle était maintenant l'unique propriétaire. Avec des sols que Valérie avait choisis, et des portes qu'elle ne franchirait plus jamais. Le badge n'a pas bipé. Valérie l'a pressé à nouveau, plus fort cette fois, comme si la force pouvait d'une manière ou d'une autre l'emporter sur le jugement du système. Mais le tourniquet n'a pas bougé. Le voyant rouge a clignoté 2 fois, indifférent. Elle est restée là un instant de trop, essayant de décider si elle devait jouer la confusion ou l'indignation. Elle a opté pour la confusion, moins risquée. Ça doit être un bug, a-t-elle dit à la réceptionniste, affichant le même sourire répété qu'elle utilisait pour retourner des articles après la date limite de retour. Ça marchait la semaine dernière. La réceptionniste n'a pas bougé. Elle n'a même pas esquissé un sourire, a juste appuyé sur quelque chose sous son bureau et a regardé ailleurs. 2 agents de sécurité s'approchaient déjà depuis le couloir. 2 hommes bâtis comme s'ils sortaient d'un casting pour un rôle de agent de sécurité d'entreprise générique numéro 1. Un plus âgé, un plus jeune, tous 2 avec cette expression qui disait qu'ils avaient déjà fait ça, et récemment. Madame Harmon, a dit le plus âgé, sans méchanceté. Nous allons devoir vous demander de venir avec nous. Je travaille ici, a dit Valérie d'un ton sec. Vous êtes listé comme contractuel, a-t-il corrigé. Mais conformément à la directive de la conformité, nous avons reçu l'ordre de révoquer tous les accès et de vous escorter hors du site. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Escorter, a-t-elle répété comme si c'était une insulte. Le plus jeune lui a tendu une enveloppe Kraft. Documentation du service juridique. Elle l'a déchirée, les mains tremblant légèrement. Avis de résiliation. Effet immédiat. Par directive du Conseil d'éthique et de conformité juridique. Votre contrat a été annulé en raison de violation de la politique d'accès discrétionnaire, d'activité de compte non autorisée et d'utilisation inappropriée des identifiants de direction. Le bas du document était signé par quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Pas Glenn. Pas même quelqu'un des RH. Juste un titre plat. Conseiller juridique interne division des risques. Elle s'est tournée vers le bureau, les yeux vifs. Appelez Glenn maintenant. Il va arranger ça. Il est en réunion du conseil, a dit la réceptionniste sans lever les yeux. Et vous n'êtes plus sur la liste des contacts approuvés. Cette phrase l'a frappé plus durement que l'enveloppe. Liste des contacts approuvés. Elle n'était même plus reconnaissable par le système. La voix de Valérie s'est élevée. C'est absurde. Je suis consultante. Mon nom est sur des projets qui ont rapporté 7 chiffres à cette entreprise. Vérifiez les livrables de la présentation aux investisseurs du T2. Le jeune garde a légèrement bougé. Madame, ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Ça n'arrive pas, a-t-elle marmonné en reculant. C'est une erreur. Mais son badge, toujours dans sa main, a de nouveau clignoté. Rouge. Pas de message d'erreur, juste un nom numérique. Ils ne lui ont pas passé les menottes. Personne ne l'a traîné. Mais d'une certaine manière, la marche silencieuse sur le carrelage poli a été plus humiliante que tout le reste. Les gens levaient les yeux. Elle a reconnu des visages. Certains ont offert des sourires crispés et pleins de pitié. La plupart ont baissé les yeux, faisant semblant de répondre à des emails. Personne ne l'a arrêtée. Le temps qu'elle atteigne la porte tournante en verre, ses joues brûlaient. Non pas de rage, mais de compréhension. Ils attendaient ça. Elle est sortie sous le soleil de l'après-midi et l'a immédiatement regretté. Le parking était trop ouvert, trop lumineux. Sa voiture avait disparu. Elle l'avait confiée au voiturier la veille et ne l'avait pas réclamé. Elle ne se souvenait même plus où était son ticket. Elle a marché jusqu'au bord du parking et s'est assise sur un bloc de béton, ignorant la façon dont ses talons lui rentraient dans la cheville. Elle a sorti son téléphone, a ouvert sa boîte de réception. Un nouveau message. Sujet, un conseil de marque. Elle a retenu sa respiration en l'ouvrant. Il n'y avait qu'une seule phrase. La prochaine fois qu'on vous offre un siège en première classe, demandez à quoi ressemble l'atterrissage. Pas de formule de politesse, pas de ponctuation, pas de jubilation. Juste un simple rappel.
Il avait vu toute la trajectoire de son arc bien avant le décollage. Elle a levé les yeux vers le bâtiment derrière elle, le verre miroir qui reflétait autrefois son ambition. Maintenant, il ne reflétait plus qu'une personne perdue. Quelqu'un qui n'avait pas réalisé que les hautes altitudes n'aident que si l'on sait où se trouve la piste d'atterrissage. Et Valérie, elle n'avait jamais pris la peine de vérifier où se terminait le voyage, parce qu'elle pensait que quelqu'un d'autre serait toujours là pour la rattraper quand elle tomberait. Jusqu'à ce que la personne qu'elle avait le plus sous-estimée devienne l'architecte de l'atterrissage. La boîte aux lettres était coincée. Elle a dû tirer 2 fois avant qu'elle ne cède. Le métal grinçant contre le métal, comme si même lui en voulait maintenant. À l'intérieur, une seule enveloppe, couleur crème, papier épais. Pas d'adresse de retour, pas d'écriture manuscrite, juste son nom tapé, centré, précis. Elle a su avant même de l'ouvrir. De retour à l'intérieur de l'appartement de l'unité, comme l'agence de location insistait pour l'appeler, des cartons étaient empilés le long des murs, comme si une équipe de déménageurs venait de la déposer et avait oublié de revenir. Les meubles étaient temporaires, un canapé gris qui sentait le regret synthétique, une table basse trop basse pour être utile. Même la moquette semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Elle a déchiré l'enveloppe avec son pouce. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 11 743,82 $. Agrafé dessus, une feuille de papier blanc, imprimée dans la même police nette. Votre part du revenu discrétionnaire du dernier trimestre fiscal, conformément à notre accord. C'était tout. Pas de signature, pas de mots, pas de nom. Juste le calcul. Le montant n'était pas aléatoire. Il était spécifique, chirurgical. Ce n'était pas généreux, mais ce n'était pas punitif non plus. C'était exact au centime près, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose encore pire. Valérie l'a fixé, assise en tailleur sur le sol, les jambes à moitié engourdies, entourée de cartons IKEA et de promesses qu'elle s'était faite un jour de passer au niveau supérieur. La pièce était silencieuse, du genre de silence qui ne se contente pas de s'installer dans vos oreilles, mais qui vous presse les côtes. Elle a attrapé son téléphone, presque sans réfléchir, et a ouvert l'application photo. Elle a fait défiler jusqu'à trouver la seule image qu'elle n'avait pas réussi à supprimer. Pas encore. Elle et Glenn à la porte d'embarquement, souriant, champagne à la main, juste avant d'embarquer. Cela avait semblé être le moment où tout commençait. Maintenant, elle comprenait que c'était l'instantané de la fin de tout. Son sourire sur la photo était suffisant, triomphant. Celui de Glenn était plus crispé, comme s'il n'était pas sûr qu'il s'en sortirait, mais voulait y croire. Elle l'a fixé un long moment, puis a appuyé sur « Supprimer ». L'écran a demandé « Êtes-vous sûr ?» Elle a appuyé sur « Oui ». L'écran est revenu à la galerie fade. Rien qui vaille la peine d'être gardé. Valérie s'est levée lentement, les genoux douloureux. Elle a jeté un coup d'œil à l'appartement. Pas un seul objet qui semblait avoir une histoire. Plus de fenêtres du sol au plafond. Pas de code de portail, pas de tuyau d'arrosage sur lequel trébucher le week-end. Pas d'argenterie de famille. Juste des murs de location et un chèque qui était à la fois pierre tombale et facture. Elle s'est approchée de la fenêtre et a tiré les stores. Dehors, le parking bourdonnait de souffleurs de feuilles et de camions d'aménagement paysager bon marché. Pas de haies, pas de symétrie. Autrefois, elle se moquait de Marc, l'appelait le « chuchoteur de tableur », se moquait de son insistance sur les bilans et les stratégies de sortie. Mais maintenant, elle voyait. Il n'avait pas crié. Il n'avait pas poursuivi. Il a simplement audité la vie qu'elle pensait avoir. Chaque compte, chaque actif, chaque relation, un par un. Et puis, il s'est tranquillement retiré. Retiré du mariage, de la maison, de l'entreprise, d'elle. Pas avec rage, mais avec précision. Avec un grand livre dans une main et la touche, supprimée, dans l'autre. Il ne lui a rien laissé de dramatique. Pas de scène, pas de cri. Juste le silence, et un chèque qui disait « C'est ce que tu vaux ». Ni plus, ni moins. Valérie s'est rassise sur le sol, les jambes croisées, le chèque mou dans ses mains. Il n'y avait plus rien à combattre, parce qu'elle ne faisait plus partie de l'histoire. Et Marc, il n'a pas seulement gagné. Il a équilibré les comptes.